Ce soir, nous évoquons les récentes comparaisons entre la Côte d'Ivoire et le Congo suite à la diffusion d'une vidéo montrant la remise de plus de 1000 logements sociaux en Côte d'Ivoire. Dans cette chronique, nous présenterons les faits et examinerons les différences constatées dans les secteurs du logement, des infrastructures et de l'énergie afin de mieux comprendre les facteurs à l'œuvre dans cet écart de développement. On en parle ce soir avec Bonnie Fortuna dans les chroniques des BFN. Bonsoir et bienvenue à tous. Une vidéo récente montre la remise de plus de 1000 logements sociaux par le Premier ministre ivoirien. Selon vous, quelles sont les clés de cette réussite en matière de logement social en Côte d'Ivoire, Bruni? Il faut rappeler, bonsoir à tous, bonsoir Gabriel, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, depuis quelques années, quand même se distingue dans l'offre, on va dire, des logements sociaux à la population. C'est-à-dire c'est un défi que la Côte d'Ivoire c'est donc assigné, on va dire, de loger toute sa population, même si on sait qu'en termes de besoins, en termes de déficit, il faut à peu près donc combler un vide de 500 000 logements. Mais ils ont lancé quand même différents projets aujourd'hui. Vous avez vu, vous l'avez dit vous-même, le dernier, peut-être pas le dernier, c'est ce qui a été réalisé jusqu'ici. Vous avez vu 1405 logements. La question que vous me posez, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, qui s'est engagée, comme je le disais, à loger sa population, surtout la population la plus démunie qui manque de moyens, a quand même tiré des leçons des différents projets qui n'ont pas réellement abouti. En 2010, un projet de 150 000 logements a été donc initié, débuté d'ailleurs, mais c'est sur la base de quelques échecs, de quelques failles, donc dans la réalisation de ce projet, notamment les lourdeurs administratives. Vous avez aussi les problèmes de financement. Il y avait aussi le problème de statut qu'il fallait donc donner à ces logements, logement social, logement économique, et il y avait aussi le problème du niveau de vie des populations, parce que les logements qui ont été construits avaient un certain standing et ça permettait pas à toute la population, surtout les plus démunis, d'y avoir accès. Donc, le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, c'est à peu près, donc c'est 25%. Et donc, on se rend compte que 80% de la population est donc dans l'informel. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement pour loger ceux qui sont dans l'informel? Et c'est pour cette raison que il y a eu plusieurs réformes, entre autres. Vous allez voir au niveau du ministère qui s'occupe de la construction de l'habitat en Côte d'Ivoire. Il y a eu, par exemple, la création de l'ANA. C'est une agence, l'Agence nationale de l'habitat. Vous avez également une commission qui a été mise en place, la commission, je pense, de la distribution des logements. Il y a eu pas mal de réformes qui ont été faites, et cette fois-ci, l'État, qui s'appuyait directement sur les privés, a décidé lui-même d'aller chercher les fonds envers des grands bailleurs ou encore tous ceux qui avaient des projets dans l'immobilier. Vous avez aussi la disponibilité du foncier, parce que les banques, pour vous accompagner, surtout accompagner les privés, avaient besoin de certaines garanties. Et donc, l'État avait pensé que si le foncier est disponible, il est donc facile d'investir et surtout de construire des logements sociaux et économiques. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Il y a eu plusieurs réformes. L'arsenal juridique a été renforcé. Plusieurs initiatives ont été prises. Ils ont donc lancé un nouveau projet de 25 000 logements à la fois à Abidjan et dans d'autres localités. Et cette fois-ci, vous avez vu 1000 et quelques logements dont le but, c'est de combler à long terme les 500 000 déficits en logement. Donc voilà un peu, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a appris des autres pays, a appris du Maroc, de l'Égypte et même de l'Europe sur le modèle aujourd'hui des logements sociaux. Comment satisfaire tout le monde, parce que c'est le but, c'est d'avoir
des logements à 8 millions de francs CFA, à 10 millions de francs CFA, mettre en place des procédures d'accès à ces logements. Aujourd'hui, il y a location-vente, il y a location simple, il y a toutes ces procédures qui ont été mises en place pour permettre que le citoyen ivoirien le plus faible en revenu ait accès et soit logé décemment. Et c'est ce qui se fait depuis quelques années, et vous l'avez constaté avec la dernière, donc l'actualité récente de l'octroi, sinon l'offre de 1405 logements. Et Bonnie, les internautes comparent les réalisations du gouvernement ivoirien à celles du gouvernement congolais dirigé par Anatole Kouliné Makosso. Comment réagissez-vous à ces comparaisons? Oui, après, il faut comprendre, chacun va de son commentaire, de son observation. C'est des Congolais qui voient dans la Côte d'Ivoire, sinon le gouvernement ivoirien, du pragmatisme, parce qu'il faut savoir que le Congo a aussi initié pas mal des projets de construction de logements, parmi lesquels le plus récent, c'est le projet présidentiel d'urgence, dont on a l'objectif est de construire 1200 logements à travers le pays. D'ailleurs, vous le savez que le test est fait à Oyo avec 125 logements en construction qui pourraient être disponibles dans quelques mois. Donc, on regarde un peu les internautes, les Congolais qui font ces comparaisons, regardent le pragmatisme ivoirien et le côté congolais, les discours. Mais après, la comparaison peut se faire aussi, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que c'est vrai, l'objectif, le devoir de tout gouvernement, de tout État, comme je le disais, c'est de loger sa population et de bien loger sa population. Et le gouvernement congolais en est conscient. Vous constaterez que au niveau du Congo, il y a tout un arsenal juridique qui a été mis en place. Il y a le code qui existe sur l'urbanisme, il y a des chemins directeurs qui existent, vous avez les plans de développement locaux qui existent également, et vous avez depuis quelques années, le ministère en charge de la construction a pu mettre en place, a pris des décrets aujourd'hui pour renforcer toute la procédure de construction au niveau du Congo, les documents qu'il faut aujourd'hui pour construire, parce qu'on sait que la plupart des gens qui construisent au Congo le font souvent sans autorisation alors que la loi l'exige, ou même quand ils le font, ils ne savent pas exactement quels sont les dossiers qu'il faut fournir. Il y a tout cela qui a été mis en place, tout un guichet aussi unique a été mis en place pour permettre donc l'opérationnalisation de toutes ces procédures, et cela montre quand même cette volonté, on va dire, du gouvernement de vouloir améliorer les choses. Mais après, il faut savoir que le Congo n'a pas suffisamment injecté de l'argent dans la construction des logements. Tous les logements qui ont été construits jusqu'à aujourd'hui ne sont pas des logements sociaux. D'abord, il faut savoir que sur le coût, cela ne permet pas, surtout aux fonctionnaires le plus moyen de s'offrir un tel logement. Ça vous coûte à peu près 60 millions de francs CFA, 30 millions de francs CFA, et voire plus. Donc les logements qui existent, qui sont presque tous aujourd'hui achetés au concurrent à Bas-Congo, un pile encore, on ne sait pas exactement si tout a été acheté, mais c'est en vente aujourd'hui. Vous constatez que ce ne sont pas des logements sociaux. Pourquoi ce n'est pas des logements sociaux, Pony? Parce que il faut savoir que les logements sociaux sont d'abord encadrés par une loi. C'est d'abord une loi qu'il faut prendre. Au Congo, il n'existe pas une loi aujourd'hui qui définit réellement ce que c'est que le logement social. Il faut aussi savoir que le logement social est presque un don que l'État fait à sa population les plus démunie. Donc, il y a un problème de coût. Il y a un problème d'accessibilité. Je le disais tout à l'heure, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, où 80% des citoyens sont dans l'informel, il faut voir comment faire pour que ceux qui ne sont pas dans les banques aient accès. Parce que quand vous êtes dans les banques, il y a des procédures qu'il faut respecter, il y a des garanties, il y a des choses, parfois, il faut hypothéquer.
finalement, dans ce contexte, vous avez une femme, par exemple, qui vend du foufou au marché et qui n'a pas un compte en banque, mais qui doit être logée par l'État congolais. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut donc mettre les coopératives. Dans un État africain, j'oublie le nom, ça doit être certainement le Burkina Faso ou toujours en Côte d'Ivoire, il y a des coopératives aujourd'hui qui ont été créées pour permettre, qui sont dans une sorte de tontine, de ristourne, d'accompagnement des familles pour leur permettre d'avoir accès au logement social. Donc il y a un problème de coût, il y a un problème d'accessibilité. Voilà, donc c'est presque un don, une aide de l'État aux populations. Mais quand on regarde le prix de ces logements, on ne peut pas, déjà en dehors de l'aspect légal, comme je venais de le dire, ce sont des prix exorbitants qui ne permettront jamais à un Congolais moyen d'y avoir accès. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas parler de logements sociaux au Congo, ce n'est pas possible. Le Congo n'a pas encore véritablement initié un projet de logements sociaux et n'a pas encore, comme on a vu ailleurs, en Côte d'Ivoire, où le budget de la construction de logements a été doublé, au Congo depuis plusieurs années, 5 ans ou plus. On n'a pas vraiment vu le budget conséquent de la construction de logements. Le seul projet aujourd'hui qui est exécuté à minima, on va le dire, c'est les 1200 logements du projet, on va dire, présidentiel d'urgence pour la construction de 1200. Mais il faut savoir, ça encore, c'est dérisoire. Dérisoire, pourquoi? Par rapport aux besoins, en fait, par rapport aux besoins. Le déficit aujourd'hui, selon la Banque mondiale, il faut à peu près 15 000 logements par année sur 10 ans. Donc, il faut à peu près 150 000 logements sur 10 ans. Il est donc difficile, au regard de ce qui se fait, et par rapport à ceux qui font la comparaison avec la Côte d'Ivoire, le Congo est encore très en retard dans la construction de logements sociaux, sinon dans le logement des populations. Mais Brony, pourquoi on construit autant des logements sociaux si on sait bel et bien qu'un Congolais lambda ne peut pas s'en approprier? C'est aujourd'hui le problème du Congo, il faut savoir, c'est un problème de priorité et d'objectif. Souvent, on constate que dans les projets gouvernementaux, on ne sait pas souvent, on ne comprend pas souvent quels sont les objectifs de construction de telle ou telle infrastructure. Alors que dans le contexte du développement d'un État, tout doit se faire sur la base d'un objectif précis. Et puis, il y a des priorités. Donc, on ne construit pas tout au même moment et on construit pour un objectif précis. Je vous prends un cas simple. Si vous voulez construire un aéroport, par exemple, à Kitele, je prends un cas bête, il faut savoir pourquoi vous le construisez. À long terme, ça nous rapporte quoi? Quelles sont les compagnies qui viendront? Pourquoi on le fait? Et est-ce que c'est prioritaire aujourd'hui? Quand on a construit les tours jumelles, l'objectif c'est quoi? Est-ce qu'on veut embellir la ville ou on veut vraiment résoudre un problème? Dans le contexte du Congo, où nous savons que tout autour des tours jumelles, il y a encore des populations qui vivent dans la précarité totale. Et donc, on comprend que finalement, jusqu'aujourd'hui, l'objectif, peut-être pour les dirigeants, c'était d'embellir ou d'avoir un centre d'affaires. Mais quand on regarde comment ça fonctionne aujourd'hui, la gestion est donnée donc à une autre société, on comprend qu'il y a encore un problème de tâtonnement, pardon, j'y arrive. Et donc, c'est pareil avec les logements qui sont construits aujourd'hui. Ceux qui l'ont construit, en réalité, ne l'ont pas fait dans l'objectif, sinon l'optique de résoudre les problèmes sociaux, de loger réellement les populations. Et donc, ils ont pensé certainement à une classe beaucoup plus nantie, à une classe des riches, par exemple, parce que aujourd'hui, quand on regarde, finalement, tous les logements dont on dit être logements sociaux, Congo, je le disais tout à l'heure, Concleurant et Kimpila et autres, vous constatez que ça n'a pas répondu à ce besoin. Et finalement, il est difficile de loger même une partie des populations qui en manquent aujourd'hui. Et c'est malheureux de constater cela. Et je pense que, comme la Côte d'Ivoire, le gouvernement congolais prendra conscience de toutes ces failles, prendra conscience qu'il faut aujourd'hui investir beaucoup d'argent dans la construction pour espérer résoudre ce problème en déficit au logement. Premier, restons sur ces logements sociaux. Aujourd'hui, pas mal des édifices ont été construits. Aujourd'hui, la plupart de ces maisons ne sont pas habitées. Est-ce que là, ce n'est pas un manque pour le gouvernement congolais d'avoir investi autant d'argent et que ces maisons ne sont pas habitées?
Bon, vous faites allusion au logement de Mpila aujourd'hui. Quand on y va, on constate qu'il y a plusieurs qui sont inhabités, qui ne sont pas habités aujourd'hui. Vous avez aussi les logements qui ont déjà des fissures, la peinture qui décape au fur et à mesure, des carreaux totalement, voilà, totalement décapés. Et c'est ce qu'on a constaté malheureusement. Vous avez dans ce cas parfois des projets qui ont manqué de véritables études. Bien avant, on parlerait même d'un problème de canalisation d'eau, de tuyauterie, des histoires comme ça. Et donc, des études n'ont pas été réellement bien faites et finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans l'incapacité, sinon dans les difficultés d'occuper ces maisons. Et vous avez aussi le prix exorbitant. Donc, il n'y a que des nantis qui peuvent acheter ces maisons. Et les nantis, je connais l'un d'eux qui en a acheté à l'intérieur du pays, pratiquement près de 15 logements à lui seul, mais qui sont jusqu'à aujourd'hui inhabités. Jusqu'aujourd'hui inhabités, et selon nos informations, ce dignitaire qui a acheté ces logements à l'intérieur du pays n'a jamais soldé toute la dette aujourd'hui, sinon n'a jamais payé totalement ces logements. Mais ces logements sont inhabités. Donc, on est un peu dans ce cadre où un homme riche qui est au pouvoir, qui pense finalement pour ses intérêts personnels, vouloir tout acheter. Donc, en ce moment-là, il serait difficile. S'il ne fait pas louer ses logements, ça va être inhabité jusqu'à... Il y a beaucoup de maisons à Brazzaville comme ça qui appartiennent aux dignitaires et qui sont très belles, mais qui ne sont pas habitées. Justement, c'est le prestige, c'est le luxe. On veut avoir des maisons 10, 20 à Brazzaville, à l'intérieur du pays. Quand vous allez à Pointe-Noire, les logements sociaux qui sont, par exemple, au camp, je crois... j'ai oublié le nom du camp, mais c'est à Pointe-Noire, vous constaterez, il y a des logements qui sont inhabités aujourd'hui parce que les études n'ont pas été bien menées, et finalement, tout ce qui a été fait à cette époque-là sont des ratés. Donc, tous les travaux qui ont été sont des ratés. Donc, on ne peut pas aujourd'hui intégrer des maisons où vous avez des problèmes de tuyauterie, vous avez des problèmes d'eau, vous avez des problèmes d'évacuation d'eau, et vous avez parfois aussi des problèmes d'électrification, et même aujourd'hui, des problèmes de peinture et tout ce qu'il faut. Donc, il y a eu quand même des ratés dans la construction des logements dont on croit être logements sociaux, Pointe-Noire, Bar-Congo, je parlais tout à l'heure, malheureusement. Et puis, il y a des gens aujourd'hui qui ont acheté ces logements parfois sur projet. J'ai entendu une fois l'ancien ministre d'État, Michel Dzombo, se plaindre devant ses propres collègues parlementaires du fait qu'il serait propriétaire d'une maison dans l'un des camps ici à Brazzaville, mais dont il n'a jamais entré en possession jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est le problème de vision, le problème d'objectif. On ne fait rien pour rien. On fait pour résoudre un problème. Et donc, on a constaté que toutes ces maisons qui existent, ces logements qui existent, n'ont pas réellement résolu le problème on va dire, de logement des populations. Une question que les Congolais peuvent se poser, Mboni Fortuna, à quand ces logements sociaux pour les Congolais? Ça demeure une préoccupation aujourd'hui. Ça demeure une préoccupation. Vous savez, 15 000 logements par année, le gouvernement n'a même pas commencé à construire 1000, n'a même pas commencé à construire 2000. Ce serait pas facile, surtout pour le pouvoir en place actuellement, qui n'a qu'un an pour la fin du mandat du quinquennat de président de la République. Ce serait difficile d'imaginer encore la construction de 15 000 logements cette année. Mais le projet en test aujourd'hui, c'est celui du président de la République sur 1200 logements. Je crois que les financements ont été, disponibilisés pour ça. Donc, ils sont sur la phase test pour voir ce que ça va donner. Et vous avez aussi dans les démarches du ministre de la Construction, vous rappelez il a participé à un forum au Maroc dans le but de chercher des partenaires. Et même ici au Congo, les discussions, je crois, qui ont abouti à un certain niveau avec un groupe français qui est dans la préfabrication, donc les maisons préfabriquées. C'était aussi de tenter cette expérience à Dolisie pour voir ce que ça peut donner. On constate qu'il y a même la volonté avec certaines institutions africaines qui ont accepté d'accompagner le Congo dans la construction de ces logements, mais ce serait pas facile aujourd'hui, et si rien n'a été vraiment fait, de combler ce vide de 15 000 logements lents. C'est pas facile. Donc, on ne peut pas mais il faut continuer à espérer que si l'argent est réellement donné, si est disponibilisé, si aujourd'hui le partenariat
public-privé est réellement, si cette politique de partenariat du PPP est réellement construite et assise sur les vraies bases, parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Comme en Côte d'Ivoire, il faut que l'État, s'il n'a pas de moyens, comme on le constate aujourd'hui, trouve au moins le foncier pour des privés qui sont capables de construire, puisque vous avez plusieurs contrats dans ce type de PPP. Vous avez, par exemple, la possibilité que l'État demande à une société de tout faire dans le cadre de la concession, comme on voit, par exemple, la route Brazzaville-Pointe-Noire, où au bout de quelques années, les infrastructures reviennent à l'État. Vous avez aussi des contrats dont on parle aujourd'hui, des contrats d'affermage, où l'État peut investir finalement et donner la gestion à une entreprise donnée. Donc, il y a aussi d'autres types de contrats aujourd'hui qui permettent à l'État et le secteur privé de mettre tous les moyens pour finalement résoudre les problèmes. Donc, il faut regarder de fond en comble les relations aujourd'hui entre le gouvernement et le privé, parce que quand on a suivi le président de l'Unicongo, monsieur Michel Nzombo, pardonnez-moi, je parlais tout à l'heure d'Henri Nzombo qui est parlementaire, qui est le père. Ouais. J'avais parlé plutôt de Michel Nzombo, pardonnez-moi lapsus. Et là, donc, je rattrape. Donc là, je parle maintenant de Michel Nzombo, qui est le président du Congo. Nous l'avons suivi sur les réseaux sociaux et même sur Tcheleka Media, et qui se plaignait du fait qu'il n'y a pas un dialogue vraiment fluide avec le gouvernement, qu'il ne serait pas associé dans plusieurs initiatives qui visent réellement à résoudre les problèmes de chômage et autres dans le pays. Donc, il y a aussi des problèmes de dette vis-à-vis du privé qu'il faut voir pour que demain, l'État, donc le gouvernement et le privé travaillent vraiment de commun accord pour résoudre ces problèmes. Sinon, il est encore difficile aujourd'hui pour le Congo de rattraper les 15 000 logements en peut-être espérant qu'en 2026, l'État trouvera de moyens pour réellement lancer un véritable projet d'une grande envergure dans la construction de logements sociaux. Et parlons du contrat d'affermage. Le Congo vient de signer avec la Sénélec une démarche qui vise à améliorer le secteur électrique. Quelle attente nourrit-on vis-à-vis de ce partenariat et que pensez-vous que ce contrat peut apporter comme solution? Voilà, je parlais de ça là. C'est quand même un type de contrat aujourd'hui qui peut aider le gouvernement congolais qui est aujourd'hui asphyxié totalement sur le plan financier de résoudre les problèmes qui n'arrivent pas à résoudre. Si aujourd'hui, en bonne partie, le PND n'a pas été réalisé, puisqu'il faut savoir que dans le PND, il y a un pilier qui est réservé à la construction, on va dire, de l'immobilier. Ça, il faut pas oublier, puisqu'on parlait des projets tout à l'heure. Donc, en dehors de 1200 logements prévus, il y a aussi dans le PND 2022-2026 tout un pilier qui est consacré à la construction de logements sociaux. Et pour vous rappeler que finalement que c'est une préoccupation qui est parmi les priorités du gouvernement, mais finalement, l'État n'a pas pu trouver des moyens conséquents pour financer ce pilier de la construction de logements sociaux. Et donc, aujourd'hui, vous parlez de l'électricité, c'est un exemple. Le but, quand on écoute le gouvernement, c'est de vouloir réparer ou apporter, solutionner tout ce qui est aujourd'hui entrave à une stabilité électrique dans le pays, à une distribution, à une électrification, on va dire, totale du pays. Donc, offrir l'électricité à tout le monde et à un prix abordable, comme l'est aujourd'hui la vision du président de la République. Malheureusement, le Congo, depuis plusieurs années, peine à atteindre ses objectifs. On a entendu de gauche à droite le problème de gestion, le problème de compétences, le problème aussi d'intérêt personnel, de positionnement individuel. Et finalement, aujourd'hui, le gouvernement pense que la Sénélec, qui est une grande société qui opère aujourd'hui, qui travaille dans à peu près 5 États africains et qui quand même s'est doté des nouvelles technologies dans le domaine, qui a reçu aujourd'hui amené le Sénégal à peu près à 80% de l'électrification dans les zones urbaines et à 60% dans les zones rurales, avec une agence de l'électrification rurale qui fonctionne bien, qui a même reçu un appui de la Banque mondiale. Et je pense que le gouvernement
vraiment à penser que cette société pouvait accompagner le Congo. Donc, mais le problème, c'est que cette crise de confiance qui existe aujourd'hui entre les décideurs et la population a aujourd'hui engendré tout ce que nous constatons. Parce que là, nous ne croyons plus aux politiques et même aux réformes apportées par le gouvernement depuis plusieurs années, pensent que derrière ce fameux contrat, il y a une main noire, une sorte de détournement, une sorte de tricherie. Et c'est pour cette raison, ceux qui sont de la EKRC et qui croient aussi avoir des compétences, qui sont experts, ingénieurs dans ce domaine et qui croient que dans le passé, ils ont fait du travail que certains experts internationaux n'ont pas pu faire au pays, finalement, ils pensent que ce n'est pas du tout bien que la souveraineté nationale, puisque l'électricité est un patrimoine national, c'est la souveraineté, c'est l'identité électrique du pays. Donc, on ne peut pas, comme ça, confier l'identité électrique du pays à une société nationale d'un autre État. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu ce côté, ce sursaut patriotique, il y a j'ai envie de dire, ce sentiment qui anime les Congolais dans la majorité d'ailleurs. Et puis, vous avez les agents de EKRC qui ne font pas confiance au gouvernement à travers ce contrat. Mais est-ce que la crainte de ces agents n'est pas justifiée? Bon, après, justifié ou pas justifié, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'il faut, c'est de résoudre le problème. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de résoudre le problème. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le Congo, dans 1 an, dans 2 ans, puisqu'on a trop traîné, on a vraiment traîné, plus de 20 ans aujourd'hui que le Congo n'a pas pu résoudre ce problème d'électricité. Il faut que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, que ce problème soit résolu. On ne va pas continuer à vivre éternellement avec ce problème si nous voulons réellement aller au développement. Sinon, tout ce qu'on dit sur le développement du Congo, tout ce qu'on rêve être demain, si on ne résout pas le problème de l'électricité et d'eau, si on ne résout pas ces problèmes basiques, le transport, ce serait difficile de réussir le développement, ce serait qu'une vue de l'esprit. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le gouvernement et ceux qui sont de cette société s'essayent pour voir quelles sont les solutions idoines. Quelle est réellement l'alternative qu'il faut aujourd'hui pour résoudre définitivement le problème de l'électricité. Les autres l'ont réussi. Je parlais du Sénégal qui est autour de 80%. Le Maroc a réussi à stabiliser son électricité et nous ne sommes pas hors de la planète Terre, donc on peut aussi faire ce que les autres font. Voilà un peu ce qu'on peut retenir. Et puis le rapport avec ce qu'on dit sur les logements, c'est que des types de contrats pouvaient se faire autrement, pour que tous les problèmes que nous n'avons pas pu faire résoudre, parce qu'on a manqué d'argent, parce qu'on a manqué d'expertise, puisque bon, les rares pays aujourd'hui qui n'associent pas vraiment en majorité les autres États dans la construction, le développement de leur pays. Vous avez par exemple la Tunisie. Voilà, j'ai quand même mené des enquêtes dans l'une ville tunisienne où on dit, nous, on a besoin des Chinois, par exemple, que pour la contre-expertise. Et pour ça, nous avons appris à tout faire nous-mêmes dans tous les domaines. Donc, vous avez des États comme ça où tout est... Mais sinon, aucun État ne peut aujourd'hui se développer sans l'expertise extérieure, une expertise étrangère. On a toujours besoin de se confronter les connaissances, d'avoir l'appui des autres pour avancer. Mais aujourd'hui, le problème, c'est de trouver le sol. Si aujourd'hui, les syndicalistes ou les agents pensent qu'ils sont capables, dans les jours à venir, de résoudre le problème, de ce problème, c'est une solution. Mais si on pense qu'avec le contrat avec la Sénélec, dans quelques semaines, dans quelques mois, nous allons résoudre ce problème, je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, puisque le contrat d'affermage laisse que le Congo demeure propriétaire et garde la main sur la gestion de cette entreprise. Est-ce que la population ne sera pas peinée une fois, s'il arrivait que la Sénélec prend les rênes? Il faut savoir que la restauration de l'État ou la souveraineté dont on parle, la restauration amène toujours l'instauration des réformes. Et vous allez vous rendre compte que dans tous les États, les réformes font toujours mal. Il y a toujours des gens, pour la plupart, qui sont réfractaires au changement. Vous savez, il y a un élément qu'il faut retenir, c'est que ceux qui, aujourd'hui, ont voté pour le président Denis Sassou Nguesso ignorent que cette politique de concession est incluse
dont, on va dire, la politique, le projet de développement, le programme, on va dire, de société du président de la République, son projet de société. Quand vous lisez le volet électrification du Congo, on parle clairement que au cas où le Congo donc n'est pas dans la possibilité, les capacités, ne trouve pas les moyens de gérer lui-même ce secteur, il aura recours, donc le Congo aura recours aux concessions, sinon à la concession. C'est écrit noir et blanc dans le projet de société du président de la République qui est devenu le programme du gouvernement. Donc pour ceux qui ont voté pour le président, pour ceux qui le portent jusqu'à aujourd'hui, eux ne pouvaient pas ignorer que tout ce qu'on vit aujourd'hui n'est que le résultat ou la mise en œuvre de ce projet de société. Donc, ça fait mal parce que ce sont des réformes. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est, si les gens ne se cachent pas derrière, parce qu'on le dénonce aussi un peu partout, que finalement, c'est des Congolais eux-mêmes qui créent des sociétés fictives, les Congolais eux-mêmes qui se cacheraient derrière ces sociétés finalement pour se faire les poches, pour s'enrichir, sans réellement résoudre le problème, puisqu'on en a vu dans d'autres secteurs aujourd'hui où on a eu des réformes, ça n'a jamais abouti. On se souvient aussi que le CHU a connu quelques réformes, il fallait quand même que les groupes canadiens arrivent pour gérer ces centres, mais nous connaissons ce qui s'est passé après. Donc, vous verrez toujours des gens qui vont s'opposer aux réformes. Mais vous parlez de la population, mais les réformes apportent toujours un choc. Alors, avant, surtout quand on arrive à réellement bénéficier ou sentir l'impact. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre que le prix de l'électricité augmente. Ce serait donc faire le contraire à peu près de la politique du président, parce que lui veut que chaque Congolais ait accès à l'électricité, à l'eau, mais à des prix abordables. Mais avec cette société, il faut s'attendre, puisqu'on le constate au Sénégal, que les prix peuvent être augmentés, même si le gouvernement s'appuie sur l'agence de régulation de l'électricité ou électrique. Mais après, on sait que cette agence existe depuis. La population est aujourd'hui, j'ai envie de dire, escroquée entre guillemets par cette carrossée. On vous fait payer, par exemple, des amendes quand vous dépassez le temps de paiement de votre facture. Vous avez de la corruption dans cette boîte-là, mais l'agence de régulation ne s'est jamais imposée sur quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas, jusqu'aujourd'hui, constatant les contre-performances de cette agence, espérer que finalement, la régulation marchera réellement en termes de prix, l'augmentation des prix. Donc, il faut s'attendre à ça, mais la population, vous le savez, le besoin le plus ardent, les attentes les plus ardentes, c'est que l'électricité soit disponible pour tout le monde et à un prix abordable. En comparant le secteur des transports et des infrastructures ainsi que le développement des zones économiques spéciales, quelles différences culturelles, économiques et de gouvernance expliquent le retard du Congo par rapport à des pays comme le Sénégal? Oui, vous parlez des zones, je comprends, parce que c'est le président de la République, la comparaison en réalité, c'est pas une comparaison, c'est plutôt un coup de gueule du président de la République devant les parlementaires le 24 novembre. Voilà. Le président de la République s'indignait du fait le 28 novembre. Le 28 novembre 2024, le président de la République s'indignait du fait qu'ailleurs, les projets des zones économiques spéciales avancent mieux, sont bien réalisés, mais pourquoi pas au Congo? Voilà. Vous avez aussi tous ceux qui ont donc transféré à gauche et à droite, un peu partout, propagé la vidéo de l'inauguration, sinon de la remise des 1405 logements en Côte d'Ivoire, toutes ces comparaisons avec le gouvernement congolais. Mais il faut savoir que, je le disais, que le Congo n'est pas sur une autre planète, n'est pas sur Neptune, n'est pas sur Mars. Le Congo est sur la planète Terre comme tous les autres États. Donc, ce que les autres ont reçu chez eux, le Congo, avec la bonne volonté, le patriotisme, peut aussi réussir à réaliser ce que les autres ont fait. Donc, pour les logements sociaux, je vous parlais tout à l'heure, il y a pas mal dans le domaine juridique, tout presque existe. C'est vrai qu'il faut encore reformer,
puisqu'il y a la lutte contre la construction informelle dans le pays. Il faut savoir, par exemple, en Gamakoso, selon l'enquête du ministère de la Construction, il y a 94%, si je ne me trompe pas, de tous les logements qu'on voit là-bas, des constructions qui sont là-bas, sont dans l'informel. Et donc, il y a d'abord ce combat. Il faut lutter contre la construction anarchique. Il faut aujourd'hui vouloir maîtriser le développement anarchique de Brazzaville et des autres agglomérations. Il y a tous ces défis. Mais ça exige des réformes, ça exige aussi la prise de conscience de chaque citoyen. C'est un lent processus. Vous savez que le Congo est encore à ce niveau. Et vous avez également la disponibilité financière. Il faut que l'État mette de l'argent, beaucoup d'argent, dans la construction des logements. Il faut que l'État s'appuie sur le secteur privé en facilitant, puisqu'en Côte d'Ivoire, on a exonéré pratiquement tout ce secteur de l'immobilier en ce qui concerne les projets de construction de logements sociaux. Et c'est pour faciliter les entrepreneurs, le secteur privé, de mener à bien ces projets. Il faut donc tenir compte de tous ces aspects. Il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre la lourdeur administrative, puisqu'il y a des projets qui traînent dans les tiroirs juste parce qu'il faut que ça passe par tel ministère. Et moi, je pense que dans les réformes, il faut voir aussi comment on peut déléguer à un seul ministère peut-être tout ce travail qui concerne la chaîne de construction au Congo. Aujourd'hui, vous avez ce ministère, à mon avis, est démembré. Vous avez d'un côté l'aménagement qui est ailleurs, vous avez les aspects cadastraux qui sont ailleurs, vous avez la construction qui est ailleurs, qui est ailleurs. Donc finalement, parfois, les procédures traînent, puisque ça doit aller d'une administration à une autre. Il faut la validation de tel ou tel ministère. Et donc, ça prend du temps pour résoudre un problème qui devrait se faire en un an ou en une journée. Mais à cause de la lourdeur administrative, vous constatez que souvent le dossier traîne des mois et parfois allant jusqu'à plusieurs années. Donc malheureusement, on y est, mais le Congo peut vraiment apporter des réformes. Je le parlais tout à l'heure, par exemple en Côte d'Ivoire avec une agence nationale de l'habitat. Vous avez une commission de distribution de logements parce que aujourd'hui c'est aussi ça le problème, hein, qui distribue, qui donne comment avoir accès. Il faut donc voir tout cela pour permettre que quand ces logements sociaux sont construits et même bien avant que les bénéficiaires qui donc se sont présentés, finalement bénéficient de leur logement. Brony, nous parlons des réalisations observées ailleurs. Quelles actions concrètes le gouvernement congolais pourrait-il mettre en œuvre pour réduire cet écart et transformer ses ambitions en résultats tangibles à l'image des autres pays? C'est d'abord et avant tout la volonté politique. Si la préoccupation de loger et de bien loger la population, puisque c'est le devoir de l'État de le faire, du gouvernement de le faire, si cela constitue une véritable priorité pour le gouvernement et que cela préoccupe le gouvernement, finalement, il faut donc à tout prix mettre en œuvre cette politique. Il faut trouver des moyens. Aujourd'hui, l'absence d'une telle politique pragmatique de construction de logements sociaux et économiques pousse aujourd'hui les citoyens, favorise, j'ai envie de dire, les constructions anarchiques. En réalité, un étudiant qui termine dans une école de formation ou à l'université Marangwabi ou Denis Sassou Nguesso, l'université de Kintele, ne devrait pas se tracasser pour avoir un logement. Il ne devrait pas se tracasser pour trouver du travail. L'État aurait déjà pensé que les cadres qui sont formés, au bout de tant d'années, ils doivent être logés. Vous avez aussi la population qui doit, donc dans son ensemble, qui doit être logée. Donc, on devrait mettre en place toute une politique beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique pour la construction de logements. Cela fait aujourd'hui que pendant que les Congolais sont dérangés, sont préoccupés par les problèmes d'électricité et d'eau, il faut aussi penser à construire. Il faut construire à se loger. On a vu qu'après le 4 mars, il y a eu beaucoup de gens qui se sont retrouvés ailleurs, à la Belle Étoile. Son logement, l'État n'était pas dans la capacité de loger tous les sinistrés. Vous avez aujourd'hui tous ceux qui perdent leur maison à cause des catastrophes naturelles, les inondations, les érosions, tout ce qu'il faut, qui ne sont pas aujourd'hui logés. Nous avons aujourd'hui un confrère qui est à la retraite de Télé Congo, Mongo Tselal. Vous l'avez vu, sa maison a été emportée. Lui qui était propriétaire aujourd'hui redevient locataire, mais avec quels moyens aujourd'hui? En réalité, tous ceux qui se retrouvent dans ces conditions
devaient être automatiquement relogés par l'État si les logements sociaux existaient. Donc, en réalité, on ne pouvait pas voir dans un petit pays comme le Congo, en termes de population, 6 millions de citoyens, que nous ayons encore aujourd'hui des citoyens qui traînent et qui vont parfois construire au bord des érosions. Et quand vous avez la vue aérienne de Kiltélé, vous allez constater que là-bas, les constructions anarchiques se sont vraiment développées au point où les gens ont construit dans les zones les plus dangereuses. Et tout ça parce que on a l'instinct de survie, on veut à tout prix trouver son toit, on n'a pas de moyen d'aller se louer, on n'a pas de moyen, et même quand on en a, on ne peut pas vivre éternellement dans la location. Donc, il faut construire. Et là, c'est le gouvernement actuel, sinon l'État congolais, doit prendre conscience que dans les années qui viennent, les logements ou la construction de logements sociaux doivent être prioritaires, sinon la priorité des priorités, après avoir résolu le problème d'eau et d'électricité. Merci bien, Brony, pour toutes ces explications. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro.